Ce matin, on va parler de modèle d'affaires. Modèle d'affaires dans la gestion d'OBNL, ça s'intègre à plusieurs places. Vous allez voir, j'ai la chance, là, ce matin, je vais peut-être parler moins, mais je vais avoir la chance d'avoir 4 et non pas 3 personnes. Normalement, on a trois conférenciers ou 3 personnes qui viennent nous parler dans les panels. Je vais donner leur nom rapidement. Puis après ça, je vais leur donner chacun quelques minutes pour se présenter, puis on pourra passer aux premières questions par après. Il y a Malka Roy, qui est la directrice générale du pôle d'économie sociale du Centre du Québec. J'ai Josée Duplessis, qui est la directrice générale de la Maison du développement durable. Christian Bouchard, qui est un consultant, mais qui est un consultant qui travaille à la création d'OBNL. Son expertise va être assez intéressante à entendre, de catch you conseil. Et David Archambault, qui est vice-président développement corporatif et partenariat chez Opération Enfants Soleil. Bien, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus dans le détail au niveau de votre background et de votre organisation, en commençant par Malka. Après ça, je vais aller à Josée, les dames d'abord, puis après ça, Christian et David. Vas-y, Malka. Merci Stéphane. Bonjour, puis merci pour l'invitation de ce matin. Donc, très contente d'être avec vous, Malka Roy, donc, comme le dit Stéphane, directrice du pôle d'économie sociale Centre du Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas les pôles d'économie sociale, il y en a 22 à travers la province. Notre mission principale, c'est vraiment de représenter les entreprises d'économie sociale de nos territoires respectifs, c'est-à-dire aussi donc, de valoriser le modèle d'affaires de l'économie sociale, donc de le mettre en valeur auprès de la population, auprès des futurs entrepreneurs ou même des gestionnaires actuels. On soutient aussi les entreprises d'économie sociale de nos territoires, soutien par le biais de formation, par le biais de transfert d'informations. Selon les pôles aussi, il peut y avoir d'autres services qui sont offerts. Et on accompagne les promoteurs de projets collectifs. Donc, toute personne ou organisation qui a une idée de projet collectif, à ce moment-là, on peut l'accompagner dans la structuration de ce projet-là pour que ça devienne potentiellement une entreprise d'économie sociale. Et bien sûr, tout ça en partenariat avec les partenaires du milieu, que ce soit les MRC, les sociétés de développement économique, les municipalités ou autres. De mon côté plus personnel, avant d'être directrice, en fait, j'ai travaillé principalement, pour ne pas dire que, auprès d'OBNL et j'ai été et je suis encore impliquée sur de nombreux conseils d'administration. Donc, voilà pour la petite présentation brève. Merci, Malka. Josée, ça va faire la suite en plus, parce qu'on parle de structure d'économie sociale. Là, on va parler d'opérer en économie sociale. Ouais. Bonjour, merci d'abord pour l'invitation. Je suis bien heureuse d'être avec vous ce matin. La Maison de développement durable, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est avant tout un immeuble de location de bureaux pour des organisations sociales et environnementales. L'objectif, c'est de leur fournir des espaces de bureaux à très bas coût. La différence entre nous et n'importe quel immeuble, c'est qu'on offre aussi des services mutualisés aux locataires. Il y a certains sont membres, d'autres sont locataires. Donc, des services d'administration, de gestion d'événements. Il y a juste une salle de photocopie, il y a une cuisine collective. Vous voyez un peu le genre, là. Et il y a aussi des services de TI, d'informatique. Alors, c'est comme tout un package. Même les services de téléphonie sont aussi fournis. Donc, ce n'est pas juste un bail 1000 pieds carrés, bye-bye, bonne chance. Tout le soutien à la gestion est offert, le ménage dans chaque locaux, etc. Fait que ça c'est notre grande différence. On a aussi un carrefour de synergie où on met les locataires ensemble pour soutenir leurs projets à impact positif. On le fait aussi pour la communauté externe, pour le grand mouvement de développement. On s'est vu exemplaire parce que notre bâtiment qui a 10 ans cette année a été le premier bâtiment LEED Platine, nouvelle construction, puis on veut rester exemplaire dans la gestion de l'immeuble, du bâtiment. Donc, on met à jour toujours nos technologies mécaniques, mais aussi nos processus de gestion. Fait que ça, c'est la Maison de développement durable. Nos ambitions, bien, évidemment, c'est de soutenir le changement des valeurs sociétales. Fait que, au plus large, c'est ça qu'on veut faire, puis mettre en valeur le bâti durable, le nôtre,
et les autres, et de soutenir la transition écologique. Moi, personnellement, c'est la première fois que je gère, ça fait 4 ans, là, première fois que je gère un OBNL. J'ai siégé sur des conseils d'administration, mais j'ai surtout été dans des institutions publiques, gouvernementales, etc. Puis je suis gestionnaire de métier, là, j'ai un MBA, puis sociologue de formation. Avec l'écologie tatouée sur le cœur, évidemment. Merci, José. Christian, à ton tour. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bien heureux d'être avec vous et partager nos expériences et nos connaissances. Christian Bouchard, je suis un expert conseil en développement touristique. Je n'aime pas le mot consultant parce que pour moi, un consultant, ça produit des rapports et ça s'en va. Moi, ma marque de commerce, c'est que j'arrive dans une destination, puis avec eux, j'établis une planification stratégique. J'arrive tout le temps dans des périodes où le projet, ils ont des idées, mais qu'il n'y a rien de développé. Donc, je fais la planification stratégique, les politiques de gouvernance, je structure l'organisation. On va en parler plus tard sûrement au niveau des questions. Là, je suis à Mont-Saint-Pierre, dans un petit village de 150 habitants. J'ai déjà fait des projets d'importance majeure. Je fais toujours des projets assez importants. Là. Je peux pas me vanter, mais à Sorel-Tracy, c'est un projet de 10 millions. À Bécamo, c'est un projet de 17 millions. Puis là, je fais un projet de 6,5 millions dans un village de 150 habitants. C'est le défi le plus important que j'aurais jamais réalisé à cause de cette petite population-là. Donc, je me spécialise là-dedans. J'accompagne, je fais la planification stratégique, je fais la recherche de financement, je réalise le projet. Normalement, on embauche une direction générale quand on est en train de réaliser le projet. Je fais le démarrage et un coup que c'est démarré, la direction générale et le personnel en place prennent la relève et normalement, ça fonctionne très bien, là, ils sont en autonomie. Donc, on pourra en discuter. Juste rajouter les 2 autres projets, Christian, pour les gens qui se sont promenés au Québec, le Jardin des glaciers à Bécomo, puis Statera dans la région de Sorel. La 104e île à Sorel-Tracy. Et là, à Mont-Saint-Pierre, ça s'appelle la station de montagne sur mer de Mont-Saint-Pierre. Exactement. Ouais. Merci, Christian. David. Et bonjour, bon matin à tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce matin pour échanger et partager entre 2 gorgées de café. J'ai le privilège de mon côté d'œuvrer chez Opération Vent Soleil depuis un grand nombre d'années, dont les 10 dernières en tant que responsable du développement et des partenariats au niveau des collectes de fonds chez Opération Vent Soleil par nos partenaires. Opération Vent Soleil, on amasse des fonds. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? On amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec. Les sommes amassées chez nous sont redistribuées auprès des 4 grands centres pédiatriques de la province, mais aussi des hôpitaux et des organismes un peu partout dans la province. Plus précisément, dans mon cas, j'ai le bonheur de travailler avec une équipe extrêmement talentueuse auprès de nos partenaires financiers de l'organisation qui organise des collectes de fonds, donc autant individuels, associatifs, scolaires, petites et moyennes et grandes entreprises, donc de trouver des idées, des concepts, des campagnes, des propositions à leur faire à ces gens-là pour en recruter des nouveaux, garder nos actuels, les fédérer, les mobiliser, les garder avec nous. Et puis, ultimement, l'objectif de notre côté, c'est d'amasser le plus de sous possible avec ces partenaires-là qui vont pouvoir servir à notre mission de notre côté. Excellent, merci. Merci à vous 4 de cette brève présentation. Je sais que ça prend un petit peu de temps, mais en même temps, ça vous place déjà la table d'un petit peu des propos. José l'aborder un peu, Malka, Christian, David, à travers... juste placer un petit peu le contexte. Pourquoi on parle de modèle d'affaires en OBNL ce matin? Puis, je pense que c'est peut-être important de comprendre que beaucoup d'organisations, vous avez eu une croissance qu'on appelle organique sans trop nécessairement que ce soit volontairement organisé. Ça c'est une particularité qu'on voit dans un grand nombre d'OBNL. Puis dans bien des cas aussi, c'est un développement à coût de subvention. Un programme sort, on embauche une nouvelle personne. Un autre programme. Fait que très souvent, on est dans l'aboutissement de mandats gouvernementaux plutôt que dans la réponse aux besoins du milieu. L'autre élément aussi, c'est qu'on commence à avoir des organisations qui se définissent. Donc, ils vont prendre une posture précise et que si le financement est là, mais sinon, ils vont développer des offres de services et des modes de fonctionnement et une organisation du travail aussi pour combler les besoins du milieu. Ce qui change vraiment la façon
de travailler, de structurer. Ça va changer la façon de se financer aussi. Et finalement, l'autre élément qu'on ne peut pas mettre de côté, puis c'est pour ça que Malka et José, ce matin, on va commencer en parlant d'économie sociale, c'est toute la poussée de l'économie sociale comme un modèle de développement économique qui devrait prendre de plus en plus de place, auquel on croit, en tout cas, chez nous, on y croit beaucoup, puis en même temps, on trouve, moi personnellement, que ça a une place qui est négligée, mais c'est surtout encore très sous-connu. Et dans la tête de plusieurs, quand on dit but non lucratif puis qu'on parle d'économie sociale, il y a des gens où ça ne fonctionne pas. Là. Il y a peut-être aussi plusieurs croyances qu'il va falloir combler. Fait que si on part aux échanges ce matin, j'aimerais ça peut-être, Malika, que tu nous définisses un petit peu c'est quoi l'économie sociale en tant que telle, au sens pur, puis après ça, on parlera des principes au sens plus généralisé qui pourraient être bons pour toutes les organisations. Ben oui, bien sûr. En fait, je ne reprendrai pas les définitions légales de la loi ou les définitions très strictes. Je vais y aller plus avec des termes plus faciles et compréhensibles. Je vous dirais, quand on parle d'économie sociale, avant tout, on va parler d'entreprises qui vendent ou qui échangent des produits et des services, mais pour répondre à un besoin collectif. À ce moment-là, on va y retrouver les OBNL, des coops ou des mutuelles. Je vous dirais qu'au Québec, le principe de mutuelle est quand même peu développé, donc c'est principalement coop ou OBNL, qui sont donc en fait des entreprises collectives qui sont gérées par des conseils d'administration qui ont un principe de gouvernance exactement comme un OBNL, comme vous, comme les OBNL que vous gérez actuellement. La distinction, c'est quoi? C'est qu'ils vont avoir un volet marchand. Il va y avoir dans leur organisation un volet qui va leur amener un revenu autonome et qui va leur permettre finalement de ne pas être effectivement nécessairement liés, j'ai envie de dire, aux bailleurs de fonds. Et ce que ça apporte aussi, c'est que ça amène en fait un modèle d'affaires qui est beaucoup plus durable qu'un autre modèle d'affaires parce que justement, par le biais de ces revenus-là, ça vous permet à ce moment-là d'avoir une survie, j'ai envie de dire, ou en tout cas, c'est ça, un modèle qui est vraiment durable et viable sur du long terme. Donc, c'est pas mal, tu sais, niveau vraiment très général comme définition, j'irai avec ça. Ouais, je pense qu'il faut parler, parce qu'il y a l'introduction des principes, donc commencer à développer des revenus autogénérés pour supporter sa mission, ça c'est le principe de base. Mais quand on se qualifie pour tout l'écosystème, parce qu'on va parler de l'écosystème dans 2 minutes, il faut avoir un montant minimum, c'est 40 de tes revenus, si ma mémoire est bonne. Non, c'est plus 40 Non, en fait, au niveau de la loi sur les coopératives, effectivement, ou même la CDRQ, la coopérative régionale de développement du Québec, eux, effectivement, pour être reconnus comme coopérative, donc entreprise d'économie sociale, ils ont c'est 50 des revenus qui doivent être autonomes. Au niveau des OBNL, on n'a pas cette demande-là. Il n'y a pas de minimum. C'est sûr qu'après, bon, si un OBNL qui a 5 de ses revenus qui est autonome, on ne pourra peut-être pas nécessairement le considérer comme économie sociale, mais légalement, officiellement, on n'a pas de pourcentage de revenus. Mais c'est sûr qu'on vise quand même, je vous dirais, le 30-40 et plus là, pour effectivement être considéré quand même économie sociale, mais c'est ça. Mais légalement, il n'y en a pas de montant. Donc, la première surprise pour plusieurs d'entre vous ce matin, vous venez d'apprendre que vous êtes dans l'économie sociale sans le savoir. C'est très souvent ça. Et donc, ça devient intéressant de connaître l'écosystème d'économie sociale parce que là, vous venez d'apprendre que vous êtes peut-être qualifié pour plein de nouveaux programmes, plein de nouveaux services dans vos régions. Puis c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant que Malka soit là parce qu'elle vient d'une région. Donc, qu'est-ce qu'il y a de disponible comme produits et services dans les régions pour nous aider quand on veut s'inscrire dans ce mouvement-là? Bien, je vous dirais la première référence, la première ressource, je vous dirais, à avoir, c'est le pôle d'économie sociale de votre région. Comme je disais, il y en a à travers toutes les régions, donc c'est certain qu'il y en a un à côté de vous. Si toutefois vous avez besoin qu'on vous y réfère, n'hésitez pas à me contacter, puis moi, je vous référerai directement à la bonne ressource. Mais la base, c'est vraiment celle-ci. Après, selon les régions, je vous invite aussi à regarder auprès de vos MRC
ou société de développement économique, parfois, le volet économie sociale peut être repris par ces instances-là. MRC, certaines ont des sources de financement aussi, justement, pour toutes les entreprises d'économie sociale en développement ou en devenir. Donc, je vous dirais que je vous dirais à l'origine, là, allez voir votre pôle d'économie sociale qui va vraiment soit vous accompagner lui-même ou soit à ce moment-là, vous référer vraiment vers les bonnes ressources qui varient d'une région à l'autre, en fait. Oui, puis après ça, il y a les structures de financement, comme le Fonds de solidarité a des fonds régionaux, pardon, pas le Fonds d'Investissement Québec a aussi des montants disponibles pour le financement en région. Le On a risque, aussi tous le réseau le réseau d'investissement de social du l'investissement Québec. social du Québec, et ainsi de suite. Fait il y a ce qui est important peut-être, là, c'est de vraiment vous poser la question sur si vous vous qualifiez en économie sociale, comment vous pouvez l'optimiser, puis après ça, de vous informer sur tout l'écosystème, tant au niveau du support, comme Malka vient de dire, mais aussi du financement, parce qu'il y a plusieurs organisations qui vont contribuer au financement. Pour tous ceux qui sont de la région de Montréal et de la région de Laval, les MRC sont des concepts un peu abstraits, mais ceux qui sont dans la région de Montréal, ce sont les bureaux de PME Montréal qui vont faire du soutien en économie sociale. Et même cette semaine, il y a une super de bonne nouvelle parce qu'un des produits en économie sociale qui s'appelle les obligations communautaires, qui s'appelle de la dette, là, PME Montréal vient de sortir un nouveau programme où ils vont vous prêter de l'argent supplémentaire si vous allez en chercher dans la communauté par le biais d'obligations communautaires. Fait qu'il y a aussi au niveau régional des outils financiers, autres que, oui, il y a de la subvention, là, mais autres que la subvention pour vous aider à développer des projets. Et il y a aussi beaucoup de travail qui est fait pour que les municipalités et les organisations gouvernementales favorisent les achats auprès des organisations d'économie sociale dans leur secteur. Donc, au niveau de vos municipalités aussi, c'est quelque chose qu'on commence à intégrer. Si on regarde ça au niveau plus global, Josée, l'économie sociale, comment vous le vivez, vous autres? Parce que c'est un peu la définition même de votre organisation. Oui, bon, il y a avant la pandémie, puis pendant, puis après, là, mais mettons ça de côté. Le modèle d'affaires de la Maison de développement durable, plus de 80% de nos revenus, c'est des revenus autogérés, là, autogénérés. Donc, on est une entreprise, on est une PME avec les loyers qui sont bas, mais c'est surtout la location des salles. Alors, il y a des salles de rencontre qui sont à la Maison de développement durable, qui sont louées à prix dérisoire là, pour les habitants de la maison. Puis à prix, on vient de faire encore excusez mon franglais, là, le benchmark à travers des entreprises similaires. Puis ça va peut-être monter, là, fait que dépêchez-vous de réserver. On est comme sur 10, là, on est les deuxième en bas, là, moins cher. Mais bon, c'est avec ces revenus-là qu'on réussit à soutenir les prix plus bas pour les locataires. En 2019, parce que là, avec la pandémie, c'est d'autres choses. Près d'1 million de dollars, on avait en revenus de location de salle là, par année, puis ce n'était pas optimisé comme plage horaire. Fait que ça, c'est la base du modèle, c'est des services facturables. Même les services mutualisés d'informatique, c'est facturable. Et là, on a diversifié nos revenus parce que, bon, les opportunités de la pandémie, avec les façons dont on gère, de façon, on est bon, mais on peut toujours être meilleur de toute façon tout le temps, mais on essaye d'être efficace de façon éco-responsable. Alors, on accompagne d'autres organisations avec ce qu'on a appris à faire de même, puis là, c'est de la facturation qu'on fait. On ne dépend presque pas des subventions. Pendant la pandémie, on a des subventions salariales comme toutes vous autres, là, mais on n'est pas dans un modèle de subvention. Ce que tu disais, Stéphane, on a plutôt un plan d'action. Là, on arrive en 10 ans, fait qu'il y a des choses qu'on veut rénover, évidemment. Là, on va chercher des subventions, mais on a notre plan, puis on s'en tient à ce qu'on veut faire, nous, plutôt que de regarder les programmes qui sortent et d'essayer de s'adapter. Ouais. Ça, c'est important. Christian, 3 sites touristiques, 3 façons différentes de se définir, mais qui majoritairement vont vivre d'une billetterie, vont venir de location de salles, vont venir vivre d'offres de services. Comment on place ça quand on part ça en tant que tel, ces organisations-là?
Au départ, souvent, quand tu arrives dans ces milieux-là, il y a déjà un conseil d'administration en place qui ont rêvé à quelque chose, qui ont un projet. Donc, moi, je regarde souvent un peu la composition du conseil d'administration, puis j'aborde dès le départ avec eux une planification stratégique parce que la vision, la mission et les valeurs d'une organisation, tant qu'à moi, c'est le phare d'une organisation sur lequel on va baser toutes nos décisions par la suite. Puis souvent, ce n'est pas fait dans des OSBL, au niveau touristique. Donc, je regarde le conseil d'administration et régulièrement, je l'élargis parce que souvent, je vais utiliser un terme, là, mais ce n'est pas péjoratif, mais c'est un boys club. C'est des gens qui sont sur un CA. C'est les mêmes administrateurs depuis des années. Et là, ils ont l'idée d'un projet. Puis, quand tu parles de cette organisation dans le milieu, ben, souvent, ils disent c'est une organisation qu'on connaît plus ou moins, mais qui font de telles choses. Et puis là, ils ont l'ambition de faire un projet d'envergure. Donc, élargir le conseil d'administration pour s'assurer que on a des représentants de tous les milieux, malgré qu'on fait du tourisme. Ça prend du monde de la culture, ça prend du monde du développement durable, ça prend du monde de l'économie, ça prend du monde politique, ça prend du monde de la communauté, en tout cas d'élargir ça. Et là, c'est la planification stratégique, la première chose, la vision. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans 10 ans? Puis la mission, comment on va le réaliser, cet objectif-là, puis les valeurs. Fait que souvent, quand le conseil d'administration prend des décisions, on revient souvent vision, mission, valeur. Est-ce que ça fit avec ça? Ça aide beaucoup à prendre des décisions. Donc, mon expérience, souvent avec deux OSBL, Bécamo et Arsorel, c'était des OSBL qu'on a élargis. Puis là, ça dérange un petit peu les administrateurs au début, mais parce qu'il y a du nouveau monde qui embarque dans le groupe, puis ça amène une nouvelle énergie. Et là, toutes les politiques de gouvernance, amener vraiment c'est quoi le rôle de l'administrateur, c'est quoi le rôle du secrétaire, le rôle du trésorier, le rôle du président, le rôle du vice-président. Et aussi, en parallèle, ben, le rôle souvent, quand j'arrive, je joue un peu le rôle de la direction générale. Je suis un expert conseil, mais là, j'agis comme directeur général. C'est quoi mon rôle, mes limites décisionnelles et tout ça, là, les politiques d'achat, fait que toute la structure opérationnelle, je le fais dès le départ. Les gens, souvent, ils trouvent ça un petit peu ardu, mais je leur dis que ça va être utile pour le futur. À Mont-Saint-Pierre, c'est ma première. Puis à Bécamo et Sorel, quand on développe un projet aussi, là, il y a toute la planification stratégique, le plan d'affaires, je vais sauter ces étapes-là, mais quand on arrive au financement, c'est assez facile. Ben, c'est facile, c'est pas facile tout le temps, mais quand tu es dans une ville de Bécamo de 25 000 habitants, ben là, la municipalité et Sorel, 30 quelques mille habitants, ils ont des capacités de faire des règlements d'emprunt et de cautionner des emprunts pour un OSBL qui a un projet qui est appuyé par des subventions. Parce que c'est beau d'avoir des subventions quand tu montes un projet de 4-5 millions ou 10 millions, peu importe, mais tu vas à la banque pour emprunter 5 millions avec des ententes gouvernementales de financement puis ils ne te prêtent pas d'argent. Tu n'as pas de garantie. Tu n'as pas de garantie. Donc, ça te prend une caution, un règlement d'emprunt de la municipalité. Donc, quand tu arrives avec des municipalités qui sont capables de le faire, là, il y a la politique embarque là-dedans, il faut que tu les convainques. Mais normalement, tu t'assures au début que la municipalité fait partie justement du conseil d'administration. C'est une volonté de la ville ou de la communauté d'avoir un projet majeur dans la communauté. À Mont-Saint-Pierre, c'est un village de 150 habitants où là, la municipalité n'a aucune capacité de cautionner un emprunt. Et là, c'est pour ça que là, j'ai appris beaucoup avec l'économie sociale dans ce projet-là, parce que les autres, c'était, oui, de l'économie sociale, mais on allait chercher des financements à Tourisme Québec, à Développement économique Canada, Emploi Québec, et vous les connaissez tous. Mais l'économie sociale, je ne la connaissais pas tant que ça. Fait que là, on a parti d'un OSBL qui existait depuis 25 ans à Mont-Saint-Pierre, un boys club. Il y avait des filles là-dedans, je dis boys club, mais c'était partagé, mais avec 5-6 administrateurs. On a fait un colloque avec les résidents. Il est venu 72 résidents sur 100. Il y a 150 habitants, mais il y en a 115 qui vivent à l'année. Il y en a eu 72 sur 115. Ils ont adopté la planification stratégique. Et là, on proposait de faire une coopérative. Puis les gens, ils ont dit, ah oui, ça va être le fun, on va pouvoir s'impliquer. Donc, les gens, on a parti une coopérative. Ça a fonctionné fort, fort, fort. Actuellement, ils ont 288 membres dans un village de 150 habitants. Donc, la diaspora de Mont-Saint-Pierre, qui ne vivent plus là, sont devenus membres. Il y a des gens qui sont devenus membres de l'extérieur. Et donc, ça, c'était la force. Et là, c'est là que j'ai découvert beaucoup. Je connaissais le risque un peu avec Sorel-Tracy parce qu'il y avait eu des aides pour démarrer le projet avec le risque. Mais le risque pour nous, actuellement, c'est vraiment un pilier. Là, autant dans le... Moi, je travaille beaucoup en réseau express. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression réseau express. Quand on a un projet, au lieu de me déplacer puis rencontrer un bailleur de fonds un par un, bien, je fais des rencontres
souvent avec la MRC, le CLD local, la SADC, mais on invite Tourisme Québec, Développement économique Canada, Emploi Québec. Et là, j'ai invité le risque, j'ai invité Filaction, j'ai invité... C'est super important ce que tu viens de dire, Christian, parce qu'il y a très peu de personnes qui pensent qu'ils sont dans cette situation-là, d'assir plusieurs bailleurs de fonds en même temps au lieu de les rencontrer individuellement. Ça, c'est la force. Ça ne se fait pas sans partenaire. Non, exactement. Individuellement, ça ne se fait pas sans un partenaire. Mais quand tu as 2-3 partenaires économiques dans bien des cas, ou même dans plus du côté de ta mission, mais là, tu es capable d'assir d'autres joueurs puis de faire le pitch tout le monde en même temps. Puis ça fait sauver énormément de temps, puis ça rajoute une grosse couche de crédibilité. Puis ça rassure aussi certains partenaires financiers qui voient qu'ils ne sont pas tout seuls à vouloir contribuer. Fait que je prends un aparté parce que ce que tu as dit là, c'est important. Non, puis c'est vrai que ce n'est pas beaucoup utilisé, mais moi, je fonctionne souvent avec les CLD là, locales, là, avec eux, je l'organise. Puis souvent, comme celle-là de la Haute-Gaspésie, c'est eux carrément qui ont appelé les partenaires. Moi, j'ai cible. C'est eux qui organisent ça. Donc, ça enlève la pression sur le promoteur. Puis là, tout le monde est assis là. Fait que dans une première phase, on a présenté, suite à la planification stratégique qui a été approuvée par 90 des résidents lors d'un colloque. Là, on arrive, là, on veut tomber en faisabilité. Donc, en faisabilité, on avait besoin de 450 000 pour faire des études, embaucher des firmes spécialisées en marketing, en développement de produits technologiques et multimédia, en architecture, ingénieur et tout ça. Puis là-dedans, moi, j'ai inclus mes honoraires. Fait que là, j'arrive avec une demande de 450 000 parce que la première phase, c'est la municipalité qui m'avait donné un petit mandat, là, pas un gros mandat, mais en tout cas, je l'ai fait, puis c'était bien correct. Mais là, après ça, j'inclus mes honoraires. Et dans un réseau extra, juste pour donner un exemple, là, tout le monde se prononce. Fait qu'Emploi Québec, dans cette rencontre-là, dit moi, je crois au projet, je suis prêt à financer les honoraires professionnels. Développement économique Canada, ils ont dit regarde, l'idée de projet de faire de quoi sur le Mont-Saint-Pierre, sur la montagne, ça nous intéresse. Tourisme Québec, à ce moment-là, n'avait aucun programme de financement de disponible. Là, à ce temps, il y a le PARIT, là, je ne sais pas si vous le connaissez. Qui est revenu ou un ancien programme. Mais à ce moment-là, Tourisme Québec a participé, mais ils ont dit malheureusement, on ne peut pas vous aider dans les études de faisabilité. La SADC a embarqué, le CLD. En tout cas, là, tout le monde dit lors de cette rencontre-là, oui, j'ai un intérêt ou j'en ai pas. Investissement Québec était là, ils ont dit non, pas pour l'étude de faisabilité, plus tard. Fait que là, après ça, tu sors de là, puis là, tu as déjà des engagements moraux. Fait que là, tu déposes des demandes de financement à ces gens-là. Et ça prend, normalement, ça se fait assez rapidement. Là. En quelques mois, ça fonctionne. Et après ça, ben là, c'est là que le risque est là. Christian, je vais t'arrêter parce qu'il y a des choses qu'on va revenir après ça. OK, parfait, c'est bon. Je vais aller à David OK. parce que j'ai une question pour lui. Puis, puis il y a plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont dans le milieu de la philanthropie. Donc, théoriquement, du don. Puis quand on va dans la forme la plus pure et vertueuse du don, on parle du don anonyme. Là, on parle de développement d'offres, on parle de commercialisation, on parle comment ça se vit dans un organisme philanthropique d'amener cette culture-là, de développer une offre de service, puis de développer. Puis je le sais, Vincent, que c'est une de vos forces chez vous, puis une force de ta gang principalement aussi, là, qui a été de développer des programmes, mais qui ne sont pas nécessairement des programmes de dons, mais qui vont être d'autres types de programmes. Puis ce n'est pas nécessairement aussi de la commandite en termes de visibilité. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu là, de cette intégration-là chez Enfants Soleil. Oui, c'était super intéressant, les commentaires de tout le monde aussi, puis de Christian, entre autres, et Stéphane, de bien s'entourer de partenaires aussi. Là, ça me parlait beaucoup. Puis des sensibiliser aussi à nos organisations, puis à comment on fonctionne, puis à comment eux aussi peuvent nous aider dans nos organisations. Aussi, là, ça m'inspirait beaucoup. Chez nous, chez Opération Soleil, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé, effectivement, on travaille en collecte de fonds. Donc, on est oui en don, mais on est beaucoup plus en partenariat, je dirais, de notre côté. On a vu, en fait, aussi, on a pu observer dans les dernières années que l'approche du simple don, disons, de charité qu'on connaissait dans le passé a grandement évolué de la part des donateurs, des partenaires potentiels. Leurs attentes sont beaucoup plus élevées sur le retour sur investissement de leur implication envers les organisations. Il y a oui de la visibilité, mais il peut y avoir des objectifs de positionnement en termes de leur clientèle, de mobilisation, de rétention de leur personnel. Donc, on a vraiment développé une approche d'offrir une offre de collaboration ensemble, clé en main, qui va venir répondre à des objectifs d'affaires chez eux. Donc, c'était vraiment un tournant qu'on a fait, qu'on a vraiment accéléré dans les dernières années.
pour développer vraiment une panoplie d'offres, donc de pouvoir les frapper auprès d'un partenaire potentiel puis d'avoir un éventail à lui proposer. Donc, oui, des fois, il va y avoir une offre un peu plus ciblée parce qu'il peut y avoir un meilleur fit direct. Là, mais d'en avoir 3-4 qui sont déjà là, clés en main et qui amènent déjà des valeurs ajoutées pour son web. Peux-tu me donner 1 ou 2 exemples de programmes là, qui seraient dans cet esprit-là que vous avez, qui sont assez uniques chez vous? Oui, de là, je pourrais parler. On en a au niveau scolaire. Par exemple, on a un beau programme qui s'appelle Porte ton pitch. Donc, on voulait de notre côté travailler beaucoup avec le milieu scolaire au niveau des jeunes qui sont de belle clientèle, qui sont la relève de demain, qui sont nos donateurs de demain chez nous. Donc, en observation, on travaille beaucoup en observation. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Où est-ce qu'on peut avoir des opportunités? Bref, on a développé une journée où on invite tous les jeunes du milieu scolaire en une journée de porter leur pyjama en solidarité pour les enfants malades qui sont en hôpital, qui parfois peuvent porter la jaquette ou des choses comme ça dans la journée. Donc, on a vraiment développé une offre, un branding, une image, un positionnement, une trousse de sensibilisation des élèves aussi, parce que pourquoi que l'école embarquerait outre le fait que c'est intéressant pour leurs jeunes, ils ont leur propre objectif d'information, de sensibilisation des jeunes. Donc, c'est peut-être à l'écoute de ce qui se passe de ce côté-là, puis de développer une offre qui va répondre à leur objectif, puis qui va nous permettre ultimement de notre côté quand même de ramasser des sous et de rejoindre des jeunes. Donc, c'est peut-être un bel exemple au niveau scolaire. Au niveau des entreprises, on a développé une certification philanthropique pour entreprises au Québec. C'est une première qui est Entreprise Enfants Soleil. Donc, c'est un peu sur le principe des campagnes ISO, du choix du consommateur. Là. Donc, on vient reconnaître, on vient certifier que les entreprises ont à cœur de s'impliquer pour la cause des enfants, mais qu'ils l'ont aussi en termes de sensibiliser leurs employés. Donc, ça devient une pousse marketing qu'on vient leur offrir qui va leur permettre de se différencier de leurs compétiteurs, qui va leur permettre d'avoir une marque employeur un peu plus forte auprès de leurs employés, permettre de recruter des nouveaux collègues de leur côté, puis leur donner accès aussi à une communauté d'affaires un peu exclusive qui est en train de se bâtir, qui sont les entreprises Enfants Soleil certifiées avec nous. Donc, c'est vraiment une offre. On vient offrir aux entreprises de prendre cette certification-là annuelle en contrepartie d'une belle enveloppe, d'une belle trousse marketing, comme tu peux mentionner. Merci, David. Écoute, Malka, j'ai une petite question qui vient de rentrer. Puis je vous invite, là, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, sont là, nos quatre panélistes ce matin là, sont là pour partager. Donc, vos questions sont importantes. Diane demande, l'économie sociale, est-ce que ça s'applique aux organismes de bienfaisance ou pas? En fait, je vous dirais que ça serait avant tout de vérifier avec vos bailleurs de fonds. Parce que même ça peut varier des fois d'une région à l'autre. Si par exemple on parle du PESOC, certaines régions ils n'ont aucun problème à ce qu'il y ait des revenus autonomes auprès de l'OBNL, d'autres ils sont un petit peu plus réticents. Donc moi je vous dirais que c'est avant tout en soi, il n'y a pas vraiment de restrictions en tant que telles. Parce que même au niveau du gouvernement, on s'entend que le gouvernement, ce qu'il veut, c'est qu'à un moment donné, les organisations deviennent autonomes puis que les subventions, il n'y a plus besoin d'en donner, on va se le dire. Donc, en soi, il n'y a pas de restriction, mais c'est quand même de valider avec les bailleurs de fonds, effectivement, qui vous financent. Et je vous dirais aussi quand même, de toute façon, peu importe le bailleur, c'est de vérifier aussi que ce n'est pas le même projet qui va être financé par la subvention et par vos revenus autonomes. Ça, c'est la base. C'est qu'évidemment, vous ne pouvez pas avoir 2 fois un financement pour une même chose. Donc, évidemment, dans ces cas-là, c'est juste de valider, de préciser où ira votre financement autonome, vos revenus autonomes, pour quel projet, puis que ça ne soit pas le même qui est financé par un bailleur gouvernemental. Si je peux me permettre d'en rajouter un petit peu, Malka, ça dépend aussi de la nature de la définition de votre organisme de bienfaisance. Il y a des organismes de bienfaisance qui, dans la nature de leur lettre patente, sont seulement là pour collecter de l'argent, puis il y en a d'autres qui sont là pour opérer des programmes. On peut donner un exemple précis. Les sociétés protectrices des animaux, les SPA ou les SPCA de ce monde, vont avoir un statut d'organisme de bienfaisance, mais sont opérateurs de programmes qui vont avoir des revenus autogénérés. Donc, les deux ne sont pas irréconciliables, mais ça dépend de la nature de votre organisation, de la nature de vos lettres patentes. Puis c'est là qu'il peut y avoir des conflits aussi avec certains bailleurs de fonds. Fait que d'office, ce n'est pas interdit, mais ça peut être compliqué. Puis encore là, je reviens sur l'idée des
principes. Il y a une différence entre intégrer les principes et se définir comme un organisme d'économie sociale. Donc, puis Gabriel, ta question est un peu dans le même lien. S'il y a un pourcentage à respecter et des critères selon les clauses de l'ARC, ça va dépendre du statut que l'ARC va vous donner dans vos lettres patentes. Si vous êtes un organisme de bienfaisance, c'est une fondation, ainsi de suite, là. Il y a des petits caractères qu'on voit de plus en plus à ce niveau-là, là. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir une offre qui pourrait être une offre tarifée qui est en complémentarité avec votre offre de soutien, à part si vous êtes une fondation. Puis même encore là, il y a des fondations qui ont changé leur statut juridique pour être opérateurs de programme maintenant. Fait qu'il n'y a pas une réponse simple à cette question-là. Là. C'est vraiment dans les petits... Puis prenons David, vous en êtes un bel exemple. Là. Vous êtes un organisme de bienfaisance au niveau de l'agence, puis vous avez des offres de produits. Là. Fait que c'est pas... Je pense que David, tu peux nous l'illustrer, là, vraiment. Là. Ben oui, on a parlé à l'instant, effectivement, c'est de se démarquer dans nos offres, dans ce qu'on fait aussi sur le marché, d'avoir des produits qui sont spécifiques. Puis dans nos offres, comme les exemples que je viens de vous mentionner, nous, on touche les enfants malades, c'est là que est notre mission directement, mais nos offres sont complètement un petit peu, pas nécessairement sur l'enfant malade. Auprès de cette clientèle-là, on va chercher des clientèles d'affaires très, très différentes de notre côté. Donc, c'est juste d'être très alerte à ce qu'il peut y avoir comme opportunité de financement sur le marché et d'en créer aussi des nouvelles opportunités qui sont là directement. Par l'observation, là, je trouve la pandémie aussi, on a vu des changements de comportement très, très différents chez les gens. Si on prend juste, par exemple, il y a une multitude de nouveaux sports, de nouveaux passe-temps, de nouveaux hobbies qui se sont développés chez les gens, je dirais. Il y a probablement là des belles opportunités de possibilités de collecte de fonds pour nous, de créer des événements, de créer des actions, des offres à valeur ajoutée, de travailler en collaboration aussi. Hein. Souvent, il y a beaucoup de fédérations, si je reste dans mon exemple des sports, il y a beaucoup de fédérations sportives. Leur objectif à eux, ça va être de parler à leurs membres, de rejoindre leurs membres, de se faire connaître. Et à ce moment-là, on peut travailler en collaboration avec eux, puis nous d'amener notre expertise en collecte de fonds, en faire vivre une expérience, puis eux d'amener leur côté qui est plus terrain avec les gens, donc de s'unir ensemble puis développer des offres qui peuvent permettre de rejoindre des objectifs communs en bout de ligne. Jocelyne, tu demandes si le PSOC et l'économie sociale sont synonymes. Non, pas du tout. Le PSOC, c'est un programme de financement à la mission pour les organismes communautaires. On est quand même loin. Et le PSOC, dépendamment qui l'applique, peut avoir des critères différents sur la partie des revenus autogénérés et encore plus sur la partie des excédents. Ça peut être restrictif, puis là-dedans, il peut y avoir des restrictions aussi. José, tantôt, Christian a ouvert la porte, puis je suis curieux de t'entendre sur le rôle du plan stratégique dans la mise en place d'un modèle d'affaires. Tu en as parlé un petit peu aussi, puis j'aimerais ça, là, tout ce qu'on a vécu dans les 2-3 dernières années, comment votre vision stratégique a vraiment influencé la mise en place de vos produits ou de vos services? C'est crucial, en fait. Nous, on a eu la grande chance de faire une planification stratégique juste avant la pandémie, puis on l'a testé. Dans un contexte de crise, je dirais que dans la liste des risques, on n'avait pas du tout identifié le risque que la maison ferme puis qu'on n'ait aucun revenu de location des salles. Ça, on ne l'avait pas tout pensé. Hein. On a pensé du terrorisme, on a pensé de toutes sortes d'affaires, mais pas ça. Terrorisme environnemental, parce qu'il y a des organisations environnementales puis il peut y avoir des manifestants qui, on a pensé à toutes ces choses-là. Vous êtes dans le quartier des spectacles en plus, vous êtes assez exposé, on s'entend. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est super important. Moi, je dirais, puis je vais faire une parenthèse, j'ai eu la grande chance de retourner aux études quand j'étais moins jeune pour faire mon MBA. Donc, j'ai confirmé ce que je faisais dans ma pratique, puis ça m'a permis de prendre du recul. Puis, ça date quand même de 2014, mais c'est plutôt récent. Puis, moi, j'aime ça penser en termes de 25 ans, pas en termes de 5 ans ou de 10 ans. On veut être où dans 25 ans? Puis quand j'ai commencé à dire ça à mon conseil d'administration, moi, je veux gérer pour quand je ne serai plus là. Tu veux t'en aller? C'est pas ça que je dis. Je te dis que je veux que ça soit pérenne, je veux que l'organisation fonctionne quand personne d'entre nous ne sera plus là. Donc, pour pas stresser personne. Donc, dans 25 ans, c'est sûr qu'il n'y a personne d'entre nous qui va être là. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut que la Maison de développement durable fasse, elle ait comme impact dans 25 ans? Puis là, après, tu le déroules
dans les 3 premières années, 5, 10, 15, tu sais. Alors, c'est super important, sinon on se perd. On se perd, on a une opportunité qui arrive, on saute dessus, puis on perd notre... Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui permet de dire non. Hein? Oui, il faut on a beaucoup apprendre de à misère dire avec non. ça. Il faut apprendre à dire non. Puis, on a toujours des administrateurs qui sont bien intentionnés, qui voient passer une nouvelle gouvernementale, puis il faut absolument se pitcher dessus tout de suite parce qu'on a besoin d'argent pour payer notre staff, mais en même temps. Non. Puis, il faut être conscient que des fois, il y a des opportunités qui sont plus créateurs de trous parce qu'on ne prend pas tout en considération ce que ça va impliquer que de créateurs de valeur ou voilà. Donc, je pense que c'est un élément important. On va revenir tantôt sur le travail avec les conseils d'administration. Puis, je suis curieux, Malka, d'entendre sur quels sont les outils que vous avez pour aider des gestionnaires avec leur CA, parce que très souvent, les demandes vont venir des deux places, là, des conseils d'administration ou des DG là, ou des gestionnaires. On va y revenir, mais je veux juste qu'on parle. Daniel a posé une question. Bien, pas posé une question, il émet un commentaire. Puis ça va être intéressant de vous entendre. Il parle des excédents maximum qui sont plus tannants avec les bailleurs de fonds privés comme Centraide. Je veux qu'on parle des profits, des excédents, des surplus. Okay? C'est un sujet qui m'est très, très, très cher. Pour ceux qui savent, ceux qui ont suivi certaines formations avec moi, j'en parle régulièrement. Dans vos organisations respectives, là, principalement, où vous vous placez par rapport à cette création-là de surplus, d'excédents et autres? Josie, on va commencer avec toi. Oh, oui, on va commencer avec toi. Moi, je trouve ça super important. Puis c'est le switch qu'on a opéré là, après avoir notre planification stratégique. L'important, c'est de se créer un petit magot là, pour faire des projets qu'on veut faire sans être dépendant de bailleurs de fonds ou d'avoir une mise de fonds pour convaincre les bailleurs de fonds qu'on est sérieux. Tu sais. C'est la même chose que quand on s'achète une maison. On veut avoir une mise de fonds pour convaincre qu'on est crédible, là, nous prêter des millions de dollars pour notre projet. Alors, c'est super important toujours de faire ça. Puis on peut le mettre dans des fonds, fait qu'il ne reste plus dans notre encaisse, dans notre trésorerie. Tu sais, mais... Ce que tu dis là, José, c'est toute la différence. C'est là. Puis Daniel, il y a peut-être une partie de ta réponse qui est là aussi. Ce n'est pas la création des excédents, c'est l'affectation, le problème. Puis là, je vais parler de manière générale, il y a plusieurs comptables qui font des états financiers, mais qui ne connaissent pas nécessairement la nature des OBNL, qui ont tendance à laisser l'argent dans le cash flow plutôt que de l'affecter dans des fonds, puis mettre les notes aux états financiers, puis d'être capable d'articuler ces outils d'investissement-là. Oui, oui. Puis quand l'argent est dans un fonds, ben, c'est sûr que ça dépend de la nature de vos organisations, mais on peut toujours créer des fonds pour des programmes aussi, là, pour des programmes à long terme. Mais quand on a un actif immobilier, ben, il faut être responsable puis avoir un fonds de réserve en cas d'imprévu, de bris. Il faut avoir un fonds de réserve au cas où l'ensemble des locataires ne payent plus leur loyer. Bon, toutes ces choses-là, fait que ça permet de ne pas être dans... quand tu vas voir des bailleurs de fonds, ils sont comme « tu as trop d'argent, je ne vais pas t'en donner ». Non, je n'ai pas trop d'argent. Je gère de façon responsable. J'ai des fonds en cas d'imprévu s'il arrive quoi que ce soit. Tu sais. Ce qui amène une notion que beaucoup de conseils d'administration ont un petit peu de misère, puis là, je vais aller à toi, Christian, c'est la notion d'investissement. On dépense de l'argent cette année, mais les résultats vont peut-être être juste dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou même. Christian, quand tu arrives dans un nouveau dossier, comment tu gères ça avec tes conseils d'administration qui n'ont pas encore nécessairement goûté à ce que c'est la gestion sur le long terme et le moyen terme? Hein? On ne t'entend pas, Christian. Excusez. Un organisme à but non lucratif, souvent les gens pensent que ce n'est pas là pour faire des profits. C'est là pour faire des profits aussi. C'est juste qu'on ne redistribue pas les profits aux administrateurs. C'est ça la différence avec un OSBL. Fait qu'il faut générer des profits, c'est certain. Fait que dans tous les budgets, moi, j'ai toujours premièrement, beaucoup de contingences. Là, je suis en train d'en faire un de 6 500 000, puis on avait un conseil d'administration hier. Puis là, il faut que je montre aux administrateurs les contingences qu'on a, les marges de manœuvre. C'est important qu'ils le voient. Puis dans des budgets, normalement, dans mon budget d'opération, là, j'ai fait un budget 2022-2027 pour les 5 prochaines années. Il y a quand on génère nos revenus, la profitabilité la première année dans le tourisme, ça existe. C'est dur que ça se fasse la première année. Il faut se donner 5 ans.
Fait qu'en parallèle de ça, bien, on a une campagne de financement qui est en marche actuellement avec une fondation. On a une fondation qui est associée avec la Fondation Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Donc, on fait une campagne de financement d'1 million. On a actuellement 500 000 de trouvés pour donner un fonds de roulement à l'organisation pour ses 5, 6, 7, 8 premières années d'opération. Donc, si on a besoin, on aura accès à ce fonds-là. Puis, après ça, ben là, je fais un fonds de développement. Moi, j'appelle ça un fonds de développement parce qu'une organisation touristique, à chaque année, pas à chaque année, mais à chaque 2 ans, si tu n'améliores pas ton offre ou tu ne modifies pas ton produit, les gens l'ont déjà vu une fois, ils ne retourneront pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je parle plus de fonds de développement de l'offre. Donc, moi, je calcule tout le temps un bon 10 de tes revenus normalement qui devraient aller. Fait qu'avant de générer des profits, j'ai ce montant-là qui est pour le développement, qui est comme on fait un placement dans cet argent-là. Là, est-ce qu'on va le mettre à ce moment-là dans la fondation? Vu qu'on a une fondation, peut-être qu'on va aller le placer là, mais la fondation, elle sert plus à émettre des reçus d'impôts aux donateurs. Donc, mais quand l'argent est dans le fond de la fondation, il est gelé durant 5 ans aussi. Il est placé durant 5 ans. Donc là, ça nous amène, oui, on peut l'utiliser, mais il faut l'utiliser selon quand l'argent est libéré de ses placements. Donc, il y a le volet fonds de développement de l'offre. Puis en parallèle, mais pour ce projet-là, vu que je rappelle que je suis dans une communauté de 150 habitants, donc il fallait vraiment. Puis on a lancé une campagne d'1 million qui est assez audacieuse, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais là, ça sécurise tout le monde. Ça sécurise la municipalité, ça sécurise les membres, vu qu'on a de la contingence dans notre projet. Puis, automatiquement, si les gens participent, ça veut dire qu'il y a une demande. Fait que tu viens aussi avoir un effet d'études marketing en même temps qui vient sécuriser un paquet de monde aussi. Là. Exactement. Exactement. Le projet, c'est un petit peu toute opération. Là, on est plus dans le don, là, mais toute opération de sociofinancement fait un peu ça. Ce que je trouve intéressant, Christian, puis je veux mettre de l'avant de ce que tu as dit, puis après ça, je vais aller à David parce que je veux qu'on continue à parler de risques puis d'hypothèses de projet. Là. Mais ce que je veux mettre de l'avant dans ce que tu dis, puis je veux que les gens entendent, c'est l'idée du montage financier à partir du début d'un projet. Puis ça, malheureusement, ce n'est pas tous les organismes qui ont cette culture-là d'avoir des montages financiers. Des fois, on est encore... on pense que ça va tomber du ciel, mais pas nécessairement. Oui, il peut y avoir des subventions, mais les subventions ne vont jamais couvrir 100 des coûts. Là. Puis, dans le cas de toi et de José, on parle d'équipement. On parle d'équipement, de bâtiment, et ainsi de suite. Fait que veut pas, dès l'année 1, ce n'est pas juste le concevoir. Il faut le mettre faut l'entretenir, puis il faut le commercialiser. Fait que ça prend de l'argent publicitaire aussi. Exactement. Rapidement, la norme, c'est on peut aller 80 d'argent public, puis il y a le privé. Fait que le 20 on doit trouver notre mise de fonds. Puis c'est là, dans le projet de Mont-Saint-Pierre, où l'économie sociale contribue beaucoup parce que le risque, c'est pas considéré comme un investissement public, c'est considéré comme un investissement privé. Investissement privé. Filaction aussi. Filaction a 2 volets. On a un volet touristique, que là, il est considéré, le volet touristique, comme du public parce qu'il y a de l'argent qui vient du gouvernement, mais ils ont des fonds privés aussi, Filaction. Fait que la mise de fonds sur un projet d'1 250 000, ça représente 1 300 000. Fait que là, on travaille dans un modèle d'affaires. Oui. Je veux juste mettre un peu de précision sur ce que tu viens de dire, puis que les gens comprennent. Dans un modèle d'affaires comme ça, il n'y a pas juste de la subvention et des revenus, il y a ce qu'on appelle de la dette aussi. Ça, c'est un produit. Ça, je vous invite à réfléchir à ça. En allant emprunter de l'argent, est-ce que votre organisme est capable de développer des choses qui vont faire que vous allez avoir de l'argent pour rembourser votre dette et même plus? Ça, c'est un outil aussi dans un modèle d'affaires qui est très souvent négligé, la dette. Puis au-delà de la dette de l'investissement social, il y a aussi des produits comme ce qu'on appelle la dette d'honneur. Donc, au lieu de vous trouver un donateur ou de vous trouver un commanditaire, c'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent qui va endosser le prêt de votre organisme. Fait que ça, c'est aussi des mécanismes qui existent, mais il y a différentes possibilités là-dessus. David, je veux qu'on parle, Christiane en a parlé un petit peu, là, mais c'est les hypothèses. Quand tu arrives avec un nouveau programme, comment tu fais tes hypothèses pour rassurer ton CA? Puis je suis sûr, pour connaître un petit peu le genre d'administrateur que tu as, que vous faites challenger sur les projections. Là. Parce que ça va arriver, tout le monde qui va vouloir sortir un nouveau projet, un nouveau programme, whatever, là,
va se faire challenger. Mais comment toi, vous bâtissez chez vous les hypothèses de travail? Oui, ben, c'est un bon travail. Hein. Ça le dit à la base, c'est des hypothèses qu'on fait. Je pense que le travail qui est à faire derrière tout ça, c'est d'aller chercher le plus d'informations possible pour nous aider dans notre réflexion. Fait, ce qu'on va faire de notre côté, ben, on va travailler en équipe, on va travailler en équipe multidisciplinaire là, avec des gens, oui, de notre département du développement, mais avec d'autres gens, des gens d'administration, des gens de communication. Là, on travaille beaucoup en consultation aussi avec on va regarder, OK, on va développer tel type d'offre. Est-ce que ça existe? Il y a des choses similaires qui ont été faites sur le marché. On s'appelle interorganisation aussi. Des fois, il ne faut pas hésiter de s'appeler et de dire hey, j'ai vu que tu as lancé tel programme. Là, peux-tu me parler de comment ça a été? Ça a été quoi vos revenus? C'était quoi vos difficultés dans la première année pour essayer de t'aider à faire une estimation des revenus que tu peux penser avoir? Je pense, en tout cas, en termes de revenus, si on prend le lancement d'une campagne ou du recrutement de nouveaux partenaires ou de participants, on va toujours se faire 3 scénarios, le pessimiste, le réaliste et puis l'optimiste, puis se dire, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est à l'aise de naviguer avec cet éventail-là dans ces 3 scénarios-là? Puis pour les revenus, mon meilleur conseil, ça peut dire, diminuez-le, faites la ventilation de comment je pense en avoir par année, par mois, par semaine et par jour. Donc, quand on arrive à par jour, est-ce que c'est pensable réalistement pour nous et notre équipe d'aller recruter un nouveau partenaire, un nouveau participant ou un événement par jour au cours du prochain mois? Donc, ça va d'avoir est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est intangible dans le day-to-day. Donc, on y va vraiment comme ça un petit peu de notre côté. On va faire des consultations, des remue-ménages aussi avec des gens externes à notre organisation. On va faire des sondages aussi. Donc, on va vraiment aller chercher le plus d'informations possible pour aller essayer d'évaluer qu'est-ce qu'on pense qui va être notre meilleure estimation, notre meilleure hypothèse des revenus. Même chose au niveau des dépenses aussi, on va se questionner beaucoup. Puis, il ne faut pas oublier, dans notre questionnement au niveau des dépenses, on pense toujours aux revenus dépenses, qui vont le bénéfice net qui vont ressortir, mais il ne faut pas oublier les ressources humaines qu'on va impliquer à l'intérieur de ça pour bien évaluer notre bénéfice qu'on va enrouler. Mais on l'oublie des fois, là, on est enthousiaste, on voit le revenu de dépenses-là, mais effectivement, il faut le mesurer pendant que les gens vont développer cette campagne-là, ils ne sont pas en train de faire d'autres choses aussi. Donc, est-ce que ça amène vraiment une bonne valeur ajoutée dans l'ensemble du programme? Oui, puis on s'entend que dans le cadre de notre fameuse pénurie de main-d'œuvre qui commence à nous affecter un peu tous, je pense que la partie ressources humaines ne peut pas être mise de côté, puis elle va être très restrictive dans les prochaines années. Là, c'est peut-être ce qui va vous ralentir le plus, c'est la capacité que vous allez avoir d'opérer, d'avoir les intervenants, d'avoir le staff pour être capable d'ouvrir les portes aussi, puis d'entretenir, puis de passer le balai, puis ainsi de suite. Là. On voit que c'est les emplois, puis le secteur n'est pas celui qui offre les meilleures conditions en général non plus. Il faut être honnête là-dessus. Fait que c'est sûr que ça va avoir un impact. Malka, à la lumière de ce que tu entends, j'aimerais ça que tu me donnes un petit peu plus de détails sur un peu comment les pôles soutiennent des gens qui ont ces enjeux-là que Christian, José puis David ont un petit peu illustrés. Est-ce que je peux me permettre juste un petit 30 secondes? Vas-y, José. Parce que tu as effleuré la question des salaires des employés et des OBNL. Puis moi, je trouve inacceptable qu'on soit moins payé que les autres organisations. Alors, j'ai défoncé des portes dans mon organisation pour faire une comparaison des salaires dans d'autres sphères d'activité avec des postes comparables parce que c'est pas vrai qu'on devrait payer moins cher parce que notre impact est social plutôt qu'économique en termes de... Mais il faut que tout le monde avance en même temps. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, de dire ça. C'est pour ça qu'on a fait une étude. Oui. C'est pour ça qu'on a fait une étude l'année passée pour au moins commencer à avoir du benchmarking, qu'on devrait la reproduire l'année prochaine. Il y a beaucoup de travail à faire sur la valorisation. Puis là, il y a une conscientisation à faire sur les conseils d'administration. Fait que c'est sûr et certain. Puis on a déjà traité de ces enjeux-là dans 2 autres de nos rendez-vous. Justement, vous pourrez trouver des extraits. Non, je sais, mais nous, on est vous dites que vous m'avez dit, parce que je ne vous connais pas tous, toutes, là, mais on est des DG, là, on est des pairs, on est des vis-à-vis. Il faut se tenir. Ouais. Malheureusement, c'est la beauté et la complexité de l'OBNL fait que c'est un processus décisionnel divisé entre une direction
et un conseil d'administration. Lynn, je suis curieux de ton commentaire. Tu dis qu'elle ne va pas assez loin parce qu'elle ne compare pas avec tout le marché. Ben, c'est les 14 secteurs d'OBNL qu'on a mis. C'est quand même l'étude. Justement, ce n'est pas les 14 secteurs d'OBNL. Ce que j'en reviens beaucoup avec ce que José dit, puis pour avoir été DG pendant plusieurs années, on ne veut pas se comparer entre nous autres, on veut se comparer avec l'extérieur de nous autres. Ah, ben ça. Et c'est là où je rejoins José, puis bravo José de ton intervention, je te félicite. Et il est temps que, puis moi je suis siège des conseils d'administration, il faut que je brasse le conseil d'administration pour qu'on donne des salaires décents à notre DG. Mais ce que je trouve triste dans l'étude, je l'ai utilisé pour augmenter le salaire de notre DG dans l'OBNL où je suis administratrice, mais comme c'est dans le communautaire, ben tu sais, le communautaire n'a pas d'argent. Je m'excuse, je suis horrifiée. J'ai été DG pendant des années. J'ai eu à vivre ça. Alors, c'est un cri du cœur ce matin. Je m'excuse effectivement. Mais merci, José, d'avoir le culot de le dire. Puis, je t'invite, Stéphane, à la prochaine étude des salaires, de décloisonner cette dimension-là parce que nous-mêmes, on s'emprisonne. Fin de l'intervention. Désolée. J'ai le feeling qu'on n'a peut-être pas, que tu n'as pas tout lu parce qu'on a 14 secteurs. Oui, le communautaire, c'est un des 14 secteurs. D'accord. Mais votre fiche, on ne veut pas détourner le sujet d'aujourd'hui. Ah non. Mais dans votre fiche technique, vous isolez les secteurs, puis le secteur communautaire, c'est pas le moindre. Ben, c'est pas le moindre. C'est pas le moindre. Non, c'est l'avant-moindre. Excuse-moi, Stéphane, là, je veux pas. Culturel Mais ça a été, Lynn, juste à partir, là, ça a été une surprise. Et après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étude, c'est la comparative. Stéphane, je ne veux pas attaquer Non, mais écoute-moi bien, je ne veux pas retarder, il reste quelques minutes. Je ne veux pas ici parler de l'étude. Ce que je veux juste dire, bravo, José. Bravo, bravo, bravo. Et peut-on aller plus loin pour les directions générales? Vous êtes, et j'étais jusqu'à ma prise de retraite, DG moi aussi, j'ai défoncé des plafonds. Vous auriez dû voir le spécialiste qui est venu me dire à notre conseil d'administration qu'il devait doubler mon salaire. Je pensais qu'il était pour mourir. Mais c'était indécent les salaires qui sont généralement offerts. Puis je les vois encore penser dans les offres d'emploi, que ce soit à l'ordre des administrateurs agréés ou sur vos plateformes, c'est des salaires indécents. Pointe à la ligne. C'est ça mon message un matin. Ça n'a rien à voir avec ton étude, c'est juste que les salaires sont encore indécents. Voilà. Merci. Si on transporte ça, puis on amène ça à notre thématique de ce matin, puis elle est importante sur l'idée des modèles d'affaires, parce qu'il y a la dynamique humaine dans ce qu'on fait, qui est très souvent négligée. Il ne faut pas se le cacher, là, les OBNL sont très souvent des emplois accessibles. Il y en a combien d'entre vous qui avaient un poste de DG puis vous avez un syndrome de l'imposteur, puis vous n'aviez jamais fait de gestion, vous êtes des anciennes intervenantes ou ainsi de suite. Là, j'en vois plusieurs hocher de la tête. Là. Il y a, puis je trouve qu'une activité comme ce matin devient essentielle parce qu'elle vous amène, avec les témoignages de ce que David et les autres ont fait, à pouvoir placer autrement la façon de gérer vos organismes aussi, puis d'être exposé à ce que les autres font aussi. Tu as une question, Michel? Je veux juste, avant de revenir à tes questions, je vais finir ce que je voulais amener à Malka, puis après ça, il va rester comme quelques minutes pour des questions, là. Malka, je te parlais des services que vous disposiez pour que les gens puissent directement recevoir du soutien. Puis on allait aborder ça avant d'exploser l'abcès des salaires. Là. Je t'écoute, Malka. Ben oui, après ça, je vais aller à toi. Ben oui, puis ça va être très rapide. En fait, je ne rentrerai pas de toute façon dans les offres de services de chacun des pôles, mais encore, ça revient à ce que je disais au départ. En fait, l'avantage aussi au niveau des pôles d'économie sociale, c'est qu'on travaille toujours en collaboration avec l'écosystème. Donc, à ce moment-là, peu importe vos questionnements, vos défis, là, on parlait de main-d'œuvre, on parlait effectivement d'implication du CA, comment l'apporter, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, référez-vous à votre pôle, puis lui, à ce moment-là, il va être en mesure de vous guider, soit vous référer aux bonnes personnes, ou soit lui-même, à ce moment-là, de vous accompagner. Mais je vous dirais que oui, effectivement, au niveau des conseils d'administration, ça a été un gros point quand même tantôt, là. Mais c'est un défi, c'est un enjeu, effectivement, de les amener à avoir cette perspective-là de développement.
mais elle est importante. Elle est importante de l'expliquer, puis vraiment de l'expliquer comme, tu le disais, Stéphane, tantôt, un investissement, mais effectivement, au niveau des OBNL, on n'a pas encore ce discours-là. Il faut l'amener. Puis encore une fois, juste pour finir, parce que c'était le point de la question, mais au niveau des services, des fois aussi de faire venir une personne extérieure comme le pôle ou même comme en prenant des exemples comme José ou autres, en leur montrant que ces organismes-là ne perdent pas leur mission, même s'ils ont des revenus autonomes, même s'ils ont des revenus, d'ailleurs même généraux, qui sont quand même élevés, ça ne leur enlève pas leur mission de base. Donc ça peut aider là, au niveau des conseils d'administration. C'est pas irréconciliable. Daniel, c'était quoi ta question? C'est Michel. Michel, pourquoi je dis Daniel? Michel. Je suis dû pour un deuxième café, excusez-moi. Excusez, j'aurais dû catcher. C'est ma faute. Vas-y, Michel. Écoute, j'ai 2 chapeaux, une coupe de chapeaux. J'ai un chapeau de membre, j'ai un chapeau d'administrateur, puis j'ai un chapeau aussi de citoyenne, right? Puis moi, comment je vis ça? On est en co-gestion, en collectif d'équipe, puis c'est tout un défi. La personne qui avait instauré la collective d'équipe, c'était un leader naturel, puis ça marchait tant qu'elle était là. Quand elle était partie, ça a commencé à être des gros défis. Puis, moi, c'est plutôt au niveau du CA que j'ai de la misère à convaincre l'équipe d'ouvrir ses horizons par rapport à avoir d'autres options à place de courir après du financement à projet, puis tout ça, puis essayer de s'essouffler, puis s'éloigner de la mission, s'occuper. Tandis qu'il y avait tellement des belles moi, j'aimerais avoir des outils pour essayer de les convaincre qu'une cellule d'économie sociale, d'empowerment, nous autres, on est des femmes. On est un groupe de femmes. Fait qu'on pourrait commencer tranquillement à explorer cette belle roue-là d'économie sociale et durable, puis s'éloigner peut-être dans... Si je résume, Michel, c'est l'acceptation de ces nouveaux modèles-là auprès de ton CA qui passe difficilement. C'est pas mon CA, c'est surtout l'équipe. Le CA, parce que nous autres, on est du père et pour, puis ça fait des CA faibles, on va se dire, là, souvent, là, surtout dans le communautaire. Quand les règlements généraux ne sont pas bien structurés, ça peut avoir ça n'a pas un bel effet souvent. C'est l'équipe qui nourrit toujours le CA au lieu qu'il y ait du support du CA. En tout cas, c'est bien, mais mon affaire, là, mais c'est ça, je participe aujourd'hui pour essayer d'avoir des pistes de solutions, du vocabulaire à essayer de nourrir des horizons. Là. C'est ça. Est-ce qu'il y a un de vous 4 qui voudrait rajouter quelque chose à l'intervention de Michel avant que je me lance? José, non? Malka? En fait, ça ne sera rien d'extraordinaire parce qu'on dirait que je me répète, mais au niveau des pôles d'économie sociale, l'avantage, c'est qu'on est en réseau, on est en lien régulièrement. Donc, des fois, on peut aussi amener des exemples qui se font dans d'autres régions. Donc, tu sais, mettons, si tu présentes ton idée, ou même si tu n'en as pas, mais en tout cas, ton défi actuel à ton pôle d'économie sociale, lui, il peut faire un appel à tous puis regarder ce qui se fait ailleurs dans d'autres régions. Tu sais, des groupes de femmes qui ont développé des projets d'économie sociale, c'est quoi comme projet, quels ont été les défis, les avantages, etc. Donc, des fois aussi, de pouvoir amener ces exemples-là concrets à ton équipe, des fois, ça peut juste faire voir autre chose. Donc, c'était juste... Prêcher par l'exemple des autres. C'est ça que oui, c'est ça. Oui, souvent, ça a été d'avoir du concret. Là. Merci. Christian, David, tu as quelque chose pour Michel? Non? Moi, je te dirais, Michel, José l'a répondu à ta question tantôt, quand elle a parlé de sa vision, quand elle a parlé du 25 ans, du 10 ans. Le premier problème de beaucoup d'organisations, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va à la même place. Fait que ça, tu testes ça de 2 façons. La première façon, faire remplir à tout le monde un petit questionnaire anonyme sur c'est quoi leur interprétation de la mission. Puis après ça, sort la mission telle qu'elle est inscrite au règlement général, puis regarde les différentiels, puis là, tu vas te rendre compte, ça va expliquer beaucoup de choses. Parce que les gens dans un collectif, ou même sur un CA, traditionnellement, n'ont pas tous la même vision de la mission. Première étape. Puis après ça, ils n'ont pas tous la même vision d'où ils veulent être dans 3, 4, 5 ans.
Ça, c'est le premier problème, c'est qu'on n'a pas tous le même focus. Fait que si on s'en va à gauche, quelqu'un d'autre s'en va à droite, parce qu'il y a une lacune au niveau de la stratégie, ça explique des différenciations. Tandis que si on est tous à la même place, on a participé à l'exercice, les équipes ont participé à l'exercice, ça l'a redescendu dans la structure, bien là, c'est sûr que ça devient beaucoup plus facile de suivre le même enlignement, que ce soit un collectif, que ce soit un CA traditionnel, quelle que soit la structure. Fait qu'il y a un gros enjeu de stratégie. Puis, Christian l'a nommé, José l'a nommé, David un peu directement aussi, parce que son offre de service découle de leur vision stratégique au niveau Enfant Soleil. Fait que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Puis l'alignement avec la mission, c'est une chose, les valeurs. Les valeurs, on les met souvent dans l'exercice de plan stratégique. Là. On ne les confronte pas toujours au quotidien. Puis c'est intéressant de les ramener. Moi, je vois des conseils d'administration que leur ordre du jour commence par mission valeur. Un rappel de tout ça dans toutes les CA. C'est une petite chose à faire, mais peut-être que les gens vont trouver redondant, mais sur 1 an, 2 ans, tu vas voir une grosse différence à ce niveau-là, vraiment. Puis, vous demanderez, là, certains d'entre vous, j'en ai vu quelques-uns, je vous ai parlé d'entrée de jeu du processus. Je pensais que ça se finissait à 10h. Je m'excuse. Merci, José. OK, je suis vraiment désolée. Non, écoute, on débat parce dans le chat, là. Au plaisir. On discute parce qu'on a du fun et qu'il y a des questions plus précises, là. Mais effectivement, là, à ce niveau-là. Malika aussi, tu nous quittes. Bon. Soyez... Je peux rester encore un petit 5 minutes, là, mais c'est ça, bientôt. Non, je voulais juste répondre à la question à Michel, aller un peu plus loin, mais j'espère que ça t'aide, Michel. Écoutez, merci de votre présence ce matin. Je pense que je me suis emporté. J'ai laissé aller le timing. Merci, Christian. Merci, David, Malika. Gros merci de votre temps, de toutes les 4, et José aussi qui nous a quittés. Je vous invite à revenir nous voir celui sur la gestion du changement, justement, le mois prochain. Sinon, on va avoir une nouvelle programmation pour l'automne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on est toujours disponible si vous avez des questions ou des commentaires ou des besoins à nous partager. Bye-bye. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.